On va démarrer cette série d'exercices sur l'entropie par un petit exercice de lecture de table. Alors, les exercices d'entropie, en fait, sont rarement uniquement sur l'entropie. L'entropie, c'est ce qu'on calcule à la fin. Donc, ça va nous permettre de réviser pas mal de choses sur le premier principe. Et puis, pour la cerise sur le gâteau, on va pouvoir calculer ces variations d'entropie. Alors avant de commencer à sortir les tables que vous avez toujours dans le répertoire du TD, c'est important de se poser la question de qu'est-ce qui va se passer. Alors l'idée c'est que vous avez un volume de 1 litre qui est rempli de vapeur d'eau avec un état initial dont la pression vaut 20 bars. Et à l'état de liquide saturant, puisqu'on vous dit que le taux en vapeur initial, c'est de 1, donc j'ai de la vapeur saturante à 20 bars de pression. On va changer la température du récipient fermé et indéformable. Indéformable, ça voudra dire que le volume va rester constamment égal à 1 litre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de indice I pour initial, c'est que le volume ne change pas. Et donc on va avoir une évolution isochore avec une baisse au fur et à mesure de la température. Si on essaye de représenter ça, par exemple, dans un diagramme de Clapeyron, on va avoir pour l'équilibre liquide-vapeur quelque chose qui est comme ça. Donc ici, si je suis à 20 bars, je me place ici, avec la 1 litre. Alors, forcément, là-dedans, je me pose tout de suite la question, quelle est la quantité d'eau, quelle est la masse d'eau que j'ai dans mon système? Et pour ça, je vais avoir besoin de mesurer le volume massique initial. Et ce volume massique initial, une fois que je saurai quelle est la place occupée par la vapeur, va me permettre d'avoir la masse d'eau, puisque la masse d'eau, ça va être le volume divisé par le volume massique, ou plus exactement le volume, c'est la masse d'eau fois le volume massique, ce qui nous permet de retrouver la petite formule. Donc ça, une fois que j'aurai fait et obtenu ma valeur, je vais pouvoir déterminer la masse d'eau, la masse de vapeur d'eau, et donc la masse totale d'eau qu'il y a dans mon récipient. Bon, si je regarde et que je redessine une isotherme qui passe par cet endroit-là, ça ressemble à un machin comme ça, et ça part. C'est les fameuses isothermes d'Andrews, et donc j'ai une certaine température. La question c'est est-ce que cette température est plus élevée ou plus faible que la température à l'arrivée? On vous dit que on le met en contact avec un thermostat à 373 Kelvin. 373 Kelvin, ça fait exactement 100 degrés Celsius, et vous savez qu'à 100 degrés Celsius, vous avez votre pression, enfin si vous regardez la pression de vapeur saturante à 100 degrés Celsius, elle n'est que de 1 bar. 100 degrés Celsius, c'est la température d'ébullition habituelle de l'eau. Et donc, ça, j'étais à la température initiale. Et si je fais une deuxième isotherme à la température finale, ça sera plus froid, puisqu'on descend jusqu'à 1 bar. Hop, puis on va avoir quelque chose comme ça. Donc ça va être la température finale qui vaut 373 Kelvin. Donc pour mesurer la température initiale, il suffira de regarder les tables. Quand j'ai une pression de vapeur saturante de 20 bars, quelle est la température correspondante? Et l'évolution, ça va être une évolution isochore. Donc je me déplace comme ça et je vais effectivement avoir un équilibre liquide-vapeur à 373 Kelvin dont il suffira de calculer le taux en vapeur final. Alors on peut déjà utiliser directement le théorème des moments. Le taux en vapeur final, ça va être le volume massique auquel vous êtes, c'est-à-dire celui que j'ai ici, et donc ça reste le volume massique initial, moins le volume massique du liquide à la température finale, divisé par le volume massique du gaz à la température finale, moins le volume massique du liquide à la température finale. Donc il suffira de relier et de mesurer le volume massique du liquide à la température finale, le volume massique du gaz à la température finale. Donc tout ça, je vais pouvoir les trouver dans les tables thermodynamiques relativement facilement, ce qui me permettra d'avoir le X correspondant après application numérique. Bon, une fois que j'ai ce X, j'ai l'état complet de mon système, je sais que j'ai la pression, j'ai la température, j'ai effectivement le volume, et je sais qu'il y a un équilibre liquide-vapeur dont je connais le taux en vapeur. Donc j'ai entièrement déterminé l'état de mon système.
Après, pour déterminer le transfert thermique. Le transfert thermique, j'ai une évolution isochore, et dans une évolution isochore, vous savez que le transfert thermique, Q, est donné par la variation d'énergie interne de votre système. Puisque le travail est nul, que Q plus W, ça nous donne delta U, si W est égal à 0, j'ai Q égale delta U. Donc c'est la valeur finale moins la valeur initiale. Donc pour avoir la valeur initiale, UI, c'est simplement la masse d'eau qu'on aura calculée ici, multipliée par l'énergie interne massique que l'on a au départ. Et cette énergie interne massique, c'est l'énergie interne massique du gaz à la température initiale. Encore une quantité que je vais pouvoir lire directement dans le graphique. Et l'énergie interne à l'état final, c'est la masse de liquide fois l'énergie interne du liquide à la température finale, que je vais pouvoir lire dans les tables, plus la masse de gaz, fois l'énergie interne massique du gaz à la température finale, que je vais aussi pouvoir lire dans les tables. Et là, je vais juste encore exprimer ça en fonction de la masse M que j'ai là. Le liquide, il y en a une fraction 1 moins X finale, donc UL de la température finale, plus X finale fois UG de la température finale. Donc à lire encore dans les tables, il va falloir que je regarde l'énergie interne massique à la température finale et l'énergie du liquide et l'énergie interne massique du gaz saturant à cette même température finale. Et avec ça, je peux calculer la valeur finale de l'énergie interne, la valeur initiale de l'énergie interne et en déduire du coup la différence d'énergie interne et donc le transfert thermique reçu, ou là en l'occurrence perdu, parce qu'on va trouver une valeur négative, étant donné que le système se refroidit, il doit refiler un transfert thermique vers l'extérieur pour pouvoir descendre ici en température, plutôt en énergie interne. Et donc on se retrouve avec une valeur ici qui devra être normalement négative, on vérifiera ça une fois qu'on aura fait les lectures. Bien, donc j'ai le transfert thermique algébriquement reçu par l'eau. La variation d'entropie de l'eau, la variation d'entropie de l'eau, le delta S, c'est rien d'autre que le S dans l'état final moins le S dans l'état initial. Où le S dans l'état initial, c'est la masse d'eau que j'avais calculée ici multipliée par l'entropie massique dans l'état du gaz dans l'état initial, donc à la température initiale, qui va du coup falloir que je lise aussi, donc on va pouvoir le mettre là. Pour les valeurs initiales, j'ai besoin de UG à la température initiale, j'ai besoin de SG à la température initiale. Et le SF, de la même manière, ça va être la masse de liquide fois l'entropie massique du liquide, plus la masse de gaz fois l'entropie massique du gaz. Et donc je peux le mettre en facteur exactement de la même manière, donc connaissant XF, je vais avoir SL de TF plus XF SG de TF. Et donc il faut aussi encore que je mesure le SL de TF, donc l'entropie massique du liquide et l'entropie massique du gaz à ces deux températures. Bon, l'entropie échangée par l'eau, vous avez un contact avec un thermostat, donc c'est le transfert thermique reçu par l'eau divisé par la température du thermostat qui est la température finale. Le transfert thermique, on l'a mesuré ici. La température finale, on la connaît, c'est 373 Kelvin, bien sûr à mettre en Kelvin, et donc je peux calculer l'entropie échangée. Et finalement, l'entropie créée, ça va être la variation d'entropie moins l'entropie échangée. Et je ne vous cache pas que normalement, on devrait obtenir une valeur qui est positive, parce qu'a priori, enfin positive ou nulle, mais a priori positive, parce qu'on aura une irréversibilité. Alors l'irréversibilité, elle vient d'où? Elle vient que
Au début, j'étais à une température bien plus élevée. On va voir qu'elle doit être de l'ordre de 200 degrés Celsius à peu près. Et donc, je mets un truc à 200 degrés Celsius avec mon thermostat à 100 degrés Celsius. Différence de température, donc irréversibilité. Mon système ne va pas naturellement repartir ici alors qu'il est en contact avec le thermostat à 373 Kelvin. Donc, on connaît le sens d'évolution. Ok ? Alors maintenant, il ne reste plus qu'à faire les lectures. Donc ceux qui ont déjà compris, vous pouvez vous arrêter là. Et ceux qui veulent voir et vérifier les valeurs numériques, vous pouvez regarder avec moi. Alors au niveau des lectures, donc je me suis placé dans la zone Saturated Water pour avoir de l'eau à l'état saturé. J'ai regardé là où j'ai les pressions qui sont indiquées plutôt que les températures. Et donc le 20 bar, ça correspond à du 2 mégapascal. Donc ici, donc vous voyez déjà que la température initiale se trouve ici. Et donc je suis à du 212,4 degrés Celsius, donc ça c'est pour ma première température. Ensuite, pour le volume massique correspondant, j'ai du 0,099. Donc en fait, je vais prendre 0. Où est-ce qu'il est? Là. On va arrondir pour faire des calculs plus simples. C'est 0,1 mètre cube par kilo. Étant donné que j'ai 1 litre, ça veut dire que j'ai 1 centième de kilo, donc ça me fait 10 grammes. Puisque là, ça me fait 100 litres par kilo, donc j'ai 10 grammes dans 1 litre. Donc ça va simplifier un petit peu les mesures, enfin plutôt les applications numériques. J'ai besoin ensuite à la température finale, c'est-à-dire à la pression habituelle normalement de 1 bar. Alors, je pourrais me replacer pour les températures exactement de 100 degrés Celsius, parce que je ne l'ai pas, donc je vais venir ici, voilà, à 100 degrés Celsius. Donc la pression n'est pas tout à fait de 1 bar, c'est 1,013, c'est une atmosphère en fait. Le volume massique du liquide, c'est 1,04 10-3 dans mètres cubes par kilo. Le volume massique du gaz, c'est 1,67 mètres cubes par kilo. L'énergie interne massique, parce que après j'ai les énergies internes. Donc l'énergie interne massique, c'est 419 kJ par kilo. Alors je ne mets pas systématiquement les unités, c'est pas bien, mais sinon ça va me faire de trop. 2506 kJ par kilo. Pour le S, donc là j'ai les 3 pour le H, et après j'ai l'entropie du fluide et l'entropie du gaz correspondant. C'était, si je me semble, le premier noir. Donc c'est 1,307. Et pour le gaz, je suis à 7,36. 7,356. Voilà, ça c'est pour les valeurs finales. Il me fallait encore, j'aurais dû le faire avant, les valeurs initiales de l'énergie interne et de l'entropie. Donc là, je suis dans les pressions, donc je me remets à 20 bars. L'énergie interne du gaz, c'est 2600 kJ par kilo. Et pour l'entropie, je me retrouve avec du 6,34. 6,34,17 kJ par kilo par Kelvin. Bon, une fois que j'ai ça, c'est relativement facile du coup de calculer la valeur initiale. C'est ça divisé par 100, donc j'ai du 26 kJ. Pour celui-là, alors il me faut le XF. Le XF, vous voyez que la valeur initiale c'est 0,1 et puis on va jusqu'à du 1,7. Donc finalement il va y avoir assez peu de vapeur là-dedans. Donc on peut essayer de faire la valeur numérique correspondante. Donc le 0,1 moins 0,00104 divisé par 1,67 moins 0,00104, ça me donne à peu près du 6%. Vous voyez que si j'enlève cette partie-là, à chaque fois,
hop, j'obtiens exactement la même chose. Donc, si je peux revenir un peu en arrière pour avoir la valeur plus correcte, mais j'ai du 5,9%. 5,9%. Donc ça veut dire que la majorité, il y a sur les 10 grammes, il y en a 9,4 qui sont de l'eau liquide et seulement 5,6 qui va finir par être effectivement du gaz, tout simplement parce qu'une compression de 20 bars, ça fait que votre gaz occupe un volume qui est très très faible, même s'il est effectivement sous forme de gaz. Donc, pour avoir le U, alors les U, je les ai ici, donc je vais calculer M fois 0,06. Ah oui, M c'était 10. Donc ça me fait du 0,6 g et du 9,4, donc ça c'était bon. Donc je vais avoir 9,4 g. Alors je mets ça en grammes, donc il suffit que d'interpréter non pas en kilojoules par kilo, mais en joules par gramme. Donc 9,4 fois 419 plus 0,6 fois 2506. Hop, et si je calcule, ça me fait 5442 joules. Enfin, donc ça fait 5,4 kJ. Donc j'ai un UF de 5,4 kJ. Et si je soustrais 26 à ça, donc ça, hop, moins 26 000, ça me donne du moins 20,6 kJ. Donc j'ai bien un transfert thermique qui va être négatif de ce côté-là. Si je prends le S initial, donc S initial c'est la masse totale, les 10 grammes, multiplié par, alors les unités de S là-dedans sont données en kilojoules par kilo, donc en joules par gramme. Donc si je prends la valeur en joules par gramme, donc le SG qui est là, je multiplie ça par 10, donc ça me fait du 63,4 joules par Kelvin. Et le SF, de la même manière, c'est 9,6 fois le SL final, donc 1,307, plus 0,6 fois le 7,356. Voilà, ça me fait du 766 joules par Kelvin. 766,4 joules par Kelvin. Quand je fais la différence, donc je soustrais à ça les 63,4, donc en fait j'ai l'opposé, si c'est valeur finale moins valeur initiale, donc ça marche, ça me fait du 703 joules par Kelvin. J'ai une augmentation d'entropie avec une baisse de température un peu bizarre. Ah bah oui, forcément, il y a le 7 c'est pas mis au bon endroit, c'est 1,307, c'est pas 1,3 à la puissance 7. Donc si on le met comme ça, ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même 65. Ah bah voilà, 96, ça ne va pas. Alors comment je me suis rendu compte qu'il y avait un souci ? Pourquoi est-ce que l'entropie ne peut pas augmenter? L'entropie, intuitivement, c'est une mesure du désordre ambiant. Or, là, on passe d'une température importante, donc un grand désordre, en plus sous forme de gaz, à une température plus basse, donc un système qui se condense, donc beaucoup moins de désordre. Donc, je devrais avoir une baisse d'entropie. Et effectivement, là, je me retrouve avec du 16,96, donc du 16,96 joules par Kelvin. Et là, maintenant, si je soustrais les 63,4, je trouve bien quelque chose qui va être négatif.
Et donc, je me retrouve avec du moins 46,4 joules par Kelvin. Si je regarde l'entropie qui a été échangée, donc j'avais mon moins 20,6, je divise par 373, 20,6, et ça me donne du... alors j'avais du kilojoule, donc ça me fait du moins 55 joules par Kelvin. Et là, j'ai du moins 46, donc si je fais delta S qui est à moins 46,4 plus les 55, je me retrouve avec une entropie créée de 8,6 joules par Kelvin, qui est bien positive, et comme on l'avait dit tout à l'heure, on s'attendait à une création d'entropie puisque le phénomène est irréversible, le système ne va pas naturellement repartir de là pour remonter un petit peu plus haut.